Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information et de reportage sur RTI2. Voici le titre de ce début de week-end. Cette année, le Ramadan et le Carême se croisent, deux périodes de jeûne, de prière et de partage qui rapprochent les communautés musulmanes et chrétiennes, favorisant la fraternité, le dialogue interreligieux. Le constat de nos reporters dans quelques instants. À l'international Cannes 2025, des peines de prison prononcées contre 18 supporters sénégalais arrêtés au Maroc. Le Sénégal crie son indignation. Merci pour votre fidélité. Cette année, la rencontre du Ramadan et du Carême nous plonge dans les réalités de deux communautés religieuses différentes. Pour les couples mixtes, ce télescopage temporel transforme le foyer en un laboratoire de fraternité unique où deux quêtes de sens s'écrivent d'une seule encre. Voici donc le constat de Assita Diarra, Gilles Tonien et Mariam Diallo. Depuis le mercredi 18 février, un croisement des calendriers rassemble les communautés chrétiennes et musulmanes autour des moments de pénitence. Une période marquée par le jeûne musulman et les carêmes chrétiens. Frères et sœurs, nous voici dès le premier jour de ce carême chrétien. Dans la commune d'Abobo, au quartier d'Oku, ces deux moments de recueillement s'invitent dans le foyer du couple Soro, un couple mixte. Il est 17h40 et ma chrétienne catholique s'active à faire la table afin de préparer la rupture du jeûne. 20 minutes plus tard, 18h00, c'est la fin d'une journée d'abstinence pour Emma. Après une prière adressée à Dieu, elle savoure du thé en attendant son époux Ahmed qui doit patienter jusqu'à 18h30 avant de rompre son jeûne. Quand je finis de prendre le thé, j'attends mon époux. Dès qu'il finit aussi, avant de passer au repas, je fais mon signe de croix, je bénis les plats. Je dis merci à Dieu, je lui rends grâce. 30 minutes après, Ahmed met fin à cette journée de pénitence avec un thé bien chaud. À 18h, elle arrive à rompre son jeûne pendant que je suis à côté. Avec l'esprit, j'arrive à la soutenir. C'est pareil aussi pour elle. Lorsque j'arrive à rompre aussi pour moi, elle arrive à me soutenir dans l'esprit. Après ce moment, Emma et Ahmed glorifient chacun de son côté le Créateur. Ici, le silence laisse place aux prières de deux communautés différentes. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Une fois cette étape terminée, le couple Soro partage enfin le dîner. Que tu sois catholique, que tu sois musulman, que tu sais qu'il y a un Dieu, que tu pries ton Dieu comme il se doit, je pense que c'est déjà bon, quoi. Les enfants même portent le nom musulman et elle a même demandé que même les enfants, peut-être on les congés, ils vont apprendre à lire le Coran. Elle n'a pas de souci avec, elle aime beaucoup ma religion, voilà, parce qu'elle porte beaucoup les boubous, tout et tout, vraiment. Elle s'habille même, bon, comme nos sœurs. Voilà, ça ne la gêne pas. Ce mélange des calendriers chrétiens et musulmans prouve que la différence de foi n'est pas une barrière, mais une fenêtre ouverte sur la compréhension. Ce soir, sous ces toits, la spiritualité de deux communautés, musulmanes et chrétiennes, laisse place à la fraternité. Une coïncidence perçue comme une opportunité de vivre une spiritualité commune et de renforcer la cohésion sociale. Toujours à propos du Ramadan, la communauté musulmane Nour al-Haq d'Angré 8e tranche cité Vision 2000 a organisé une conférence à l'attention des jeûneurs. Thème à l'ordre du jour, comment s'alimenter sainement pendant le mois béni du Ramadan. C'était le week-end dernier dans la commune de Cocody. Retrouvons Assita Diarra. Accomplir le jeûne du mois des Ramadan en toute quiétude et surtout en parfaite santé, c'est le but visé par la communauté musulmane Nour al-Haq d'Angré 8e tranche, cité Vision 2000. Elle entend édifier les fidèles sur les astuces d'une alimentation saine et équilibrée. La conférence est organisée pour permettre à la communauté de savoir que le saum de Ramadan n'est pas un moment de dépenses exorbitantes. Lorsque nous nous alimentons, n'est-ce pas, bien, et nous parvenons à non seulement améliorer notre relation avec notre Seigneur, également améliorer la relation entre la communauté, également bénéficier d'une santé de fer. Les participants satisfaits saluent l'initiative. On retient qu'il faut modérer sa nourriture et il ne faut pas manger de façon désordonnée. Il faut manger correctement. Il faut manger de telle sorte que vous ne sortez pas de ce mois de Ramadan avec la maladie surtout. Nous retenons beaucoup de cette conférence et vraiment on souhaiterait garder
tout ce que nous avons appris aujourd'hui pour que ça puisse nous aider pour les jeunes futurs et après le jeune aussi. Le plus important dans le jeune, il faut savoir ce qu'il ne faut pas faire. Parce que quand tu penses que tout ce que tu fais est bon, tu détruis ta santé. Ce rendez-vous de sensibilisation à une alimentation équilibrée reste au centre des préoccupations des fidèles musulmans qui aspirent à s'offrir une santé de fer. Parlons éducation à présent. À l'instar du Mardi Gras, le carnaval est aussi un moment de célébration pour les tout-petits avant le carême chrétien catholique. Un moment de convivialité, de partage et de mise en valeur des différentes traditions. La Maison des Enfants à la Riviera 3 a fait son carnaval ce vendredi en mettant en avant la diversité culturelle et le vivre ensemble. Reportage Théodore Zouzou, Gilles Tonien et Sédiki Ouattara. Habillés autrement que d'ordinaire, ces tout petits de cette crèche garderie de la Riviera 3 prennent un peu de force afin d'être en forme pour le carnaval. Aujourd'hui, c'est notre journée de carnaval. Donc, les amis sont habillés tous en tenue traditionnelle de leur région. C'est ça l'intégration. Tu vois, donc ils s'intègrent dans la culture. Donc, lorsqu'on a dit à ses parents qu'aujourd'hui c'est le carnaval, donc les parents ont choisi de l'habiller en tenue baoulée et chacun est libre de s'habiller dans la tenue de son choix. Puis, ils prennent d'assaut les rues du quartier. C'est le début du carnaval de cette école de la petite enfance qui alterne système français et ivoirien. Au mois de février, le carnaval est fêté presque dans tout le monde entier. Et en Côte d'Ivoire, le thème du ministère, c'était justement la diversité culturelle. Et c'est une façon aussi d'emmener nos enfants à connaître nos cultures. Parce qu'aujourd'hui, c'est un message assez important qu'il faut partager avec les enfants pour qu'il y ait une continuité. Donc la petite académie n'est pas en reste. Nous avons décidé donc de partager cette information du ministère et d'emmener les enfants justement à connaître la culture de leur village, voilà, d'où ils viennent. Un défilé qui attire les riverains. Ils sont tous déguisés, c'est formidable. Vive le carnaval, vive le carnaval. Eh ben, ça m'amuse beaucoup et je suis très touché de voir ça, de voir le carnaval qui est fêté par les Ivoiriens. C'est très gai. Tous ces petits-enfants sont très mignons. À la maternelle, place à la danse traditionnelle. Je danse parce que je suis contente de participer au carnaval. Je s'habille en veste parce que je suis français. Nous, c'est comme ça qu'on s'habille, c'est culture. Les artisans du vivre ensemble, tout de blanc vêtus, parlent de paix. Vivre ensemble, c'est cultiver la paix. Pardon. A comme amitié. Inviter les amis à jouer. X comme les éléphants qui jouent une belle mélodie. Tout comme le Mardi Gras, le carnaval permet aux tout-petits de s'imprégner d'une culture et de se récréer. Restons dans le domaine de l'éducation pour dire que les disciplines sportives, la dictée et les mathématiques font bon ménage dans les établissements sous tutelle de l'inspection d'enseignement primaire de la commune de Grand-Bassam. C'était le week-end dernier à l'occasion de la promotion du concept EducaFoot. Retrouvons Asita Diala. L'inspection d'enseignement primaire des Grand-Bassam entend améliorer la performance des élèves à travers le concept EducaFoot, un cadre ludique où les sports, la dictée et les mathématiques font bon ménage. L'EducaFoot, c'est le sport d'abord. Ensuite, il y a la dictée et il y a les mathématiques. L'objectif ici, on fait le football à travers l'éducation. C'est à travers l'EducaFoot qu'aujourd'hui, on est en train d'avoir une piscine municipale à Grand-Bassam ici. On adhère pleinement au projet et on veut même étendre sur l'ensemble des écoles de la circonscription pour que vraiment l'éducation soit efficace ici au niveau de Grand-Bassam. Cette journée a permis aux gens de voir un peu ce que EducaFoot fait en Côte d'Ivoire. Volet sportif, volet arbitral, volet environnement, volet hygiène kit menstruel que nous distribuons à nos filles pour leur donner de la valeur. Cette initiative acquiert l'adhésion de la Fédération ivoirienne de football et des partenaires européens. C'est un message d'encouragement et de soutien à la belle initiative qui est celle de EducaFoot, l'éducation football.
au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Nous avons eu l'occasion d'organiser en Côte d'Ivoire la première édition de la compétition foot scolaire. Et de là, chaque année, nos garçons participent à la compétition foot scolaire au niveau zonal pour se projeter après qualification à la phase continentale. C'était super, on était très heureux et très honorés d'être accueillis aujourd'hui. Educafoot, c'est un très beau projet et allier l'éducation et le foot, l'éducation et le sport, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On a des projets comme ça aussi en France. Apprendre d'une manière ludique et avec les valeurs du sport, c'est très important. Et ce qu'on a vu ici aujourd'hui, c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de joie des élèves. Et ça fait vraiment plaisir. Monsieur le ministre et maire Jean-Louis Moulot est très sensible à tout ce qui touche à l'éducation, tout ce qui touche à la formation. Et donc, il m'a fait l'honneur pour le représenter à cette cérémonie et transmettre à l'ensemble des organisateurs ses encouragements, ses remerciements de faire de l'école un vivier où on apprend à lire et à écrire, mais également où on se donne au sport pour donner un contenu à ce qu'on a généralement appelé un esprit sain dans un corps sain. Le projet Educafoot vise également à sensibiliser les jeunes filles sur l'hygiène et la sexualité. Direction le centre-ouest de la Côte d'Ivoire où s'est tenue il y a une semaine à la salle de conférence de la préfecture de Daloa une cérémonie d'installation des délégués locaux du district du Haut-Sassandra Maraoué du syndicat des acheteurs et vendeurs d'or et de diamants de Côte d'Ivoire, un moment de sensibilisation des acteurs du secteur minier au respect des lois et aux bonnes pratiques. Théodore Zozo. Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra, salle de conférence de la préfecture. Acheteurs et vendeurs d'or et de diamants, membres de leur syndicat en Côte d'Ivoire, savent aussi, sont en conclave. Ils s'organisent pour lutter contre l'orpaillage clandestin et sortir de l'illégalité bon nombre d'acteurs du secteur minier. Vraiment, c'est pour sensibiliser d'abord tous les orpailleurs, leur dire et venez, on a un syndicat qui peut nous aider. C'est pour appeler les syndicats aussi, rentrer en brousse et sensibiliser les parents. Nous attendons de ces délégués-là une parfaite collaboration avec les forces de défense et de sécurité à l'effet de lutter et d'apporter une réponse efficace au fléau de l'orpaillage en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, le Savossi installe ses délégués locaux de la Maraoué et du Haut-Sassandra, une sensibilisation des acteurs sur les bonnes pratiques en vigueur. Une initiative soutenue par l'administration et l'autorité coutumière. Les acteurs de la filière or et diamants sont tenus de se conformer strictement aux dispositifs en vigueur, notamment l'identification et la connaissance des clients et partenaires commerciaux, la traçabilité des flux financiers liés aux transactions sur l'or et le diamant, la déclaration des opérations suspectes auprès des autorités compétentes, le recours exclusif aux circuits financiers officiels, la conservation rigoureuse des documents et registres exigés par la réglementation. Les clandestins sont nombreux et ils sont en train de détruire nos plantations. Et puisqu'ils sont en train de mettre des choses en place pour réguler l'exploitation, ça nous regardit à plus d'un titre et ça nous réjouit. Le corps préfectoral exhorte le syndicat à être le relais auprès de tous les acteurs afin de sortir de l'illégalité et contribuer au développement économique du pays. C'est un appel à tous ceux qui seraient tentés de faire de l'orpaillage clandestin, de pouvoir véritablement se mettre sur le droit chemin, de pouvoir approcher ces syndicats qui les organisent et qui fait en sorte qu'ils seront déclarés et dont les activités seront reconnues et pourront fonctionner tranquillement sans être obligés de procéder à la vente clandestine ou à l'orpaillage clandestin. L'orpaillage clandestin est une préoccupation nationale. Le Savossi s'engage donc à œuvrer à son éradication. Restons avec notre reporter Théodore Zouzou qui nous conduit cette fois dans le département d'Adjaké où les fidèles et chrétiens catholiques d'Akounoubé dans la sous-préfecture d'Étioboué ont vécu un moment de grande joie le dimanche dernier. La nouvelle chapelle du village a été consacrée en présence des autorités coutumières et régionales. Un moment, bien sûr, de rapprochement et d'attachement à Jésus-Christ. Akounoubé, village lagunaire dans le département d'Adiaké, jour particulier pour les chrétiens catholiques du village. Monseigneur Raymond Aoua,
bénit l'entrée de la nouvelle chapelle. Les portes s'ouvrent et le peuple de Dieu, dans la louange, fait son entrée. Nous sommes à la consécration de la chapelle Saint-Michel-Archange d'Akounoumbé, diocèse de Grand-Bassam. Jour sacré selon la liturgie basée sur les scribes d'Esdras. Le Père célébrant exhorte les fidèles à garder la demeure de Dieu sainte. Ce lieu est différent de tous les autres lieux du village et de la région. En ce sens qu'aujourd'hui, Dieu a pris possession de ce territoire qui est l'Église. Donc c'est un lieu de rendez-vous. Celui qui vient invoquer Dieu ici, Dieu l'écoute. Parce que Dieu et l'homme se sont mis d'accord pour se rencontrer ici. Les fidèles qui ne cherchent pas trop loin, le lieu est là, qui viennent se recueillir ici, se ressourcer spirituellement et bénir le Seigneur pour ses bienfaits. La chorale accompagne cette messe spéciale avec des cantiques taillés sur mesure. Murs, tabernacles et autels sont purifiés, oints à l'huile sainte. Une consécration qui réjouit les fidèles, mais également le représentant du parrain et jeune Akaouele. Pour la construction de l'église de cette chapelle, en tout cas tout le monde, petits, grands, enfants, vieillards, on s'est tous donné. Si une chapelle de ce genre-là, dans un village qui a l'aspect d'une paroisse, qui n'est même pas dans une paroisse, il faut compter au moins 20 millions à 30 millions. Un moment de joie, parce que nous attendions ce moment depuis des années. Et ce moment est arrivé aujourd'hui. Vraiment, c'est avec une grande joie que nous accueillons cette dédicace. Lieu de rencontre officielle des fidèles catholiques, il est désormais voué à l'Éternel. La première pierre de la chapelle a été posée en 1992 par Monseigneur Joseph Akichi. 34 ans après, elle est la fierté des catholiques d'Akounoumbé. Intéressons-nous à présent à une action de solidarité. La Fondation internationale communautaire Oumar Magasuba a fait don de vivres et de non-vivres d'une valeur de 4 millions de francs CFA aux pensionnaires du pôle pénitentiaire d'Abidjan. Ce geste vise à donner un coup de main aux détenus durant ce mois d'entraide et de partage. C'était à la mosquée Anour de la Rivera 2, en présence de nos reporters Aseta Diarra et Mariam Diallo. C'est un rituel pour la Fondation internationale communautaire Oumar Magasuba FICOM. Pour exprimer sa solidarité à la communauté musulmane, chaque Ramadan, elle offre kits alimentaires, vêtements et chapelets aux détenus du pôle pénitentiaire d'Abidjan. On a l'obligation de les soutenir. Il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'islam. Nous voulons les aider. Parce qu'ils sortent, même ceux qui sont des bandits, qui deviennent des nouvelles personnes, des bonnes personnes, non seulement pour la société, mais pour eux-mêmes et pour leurs familles. Donc c'est notre objectif, de dire cela. On ne doit pas les abandonner. Réceptionnés dans la mosquée An-Nour des Cocody par des gardes pénitentiaires et guides religieux du PPA, ce don est un soulagement vital dans ce moment de recueillement spirituel. Et remercier l'imam Magasuba. Pendant 10 ans, chaque année, il veille sur nous. Il fait vraiment notre Ramadan. Nous lançons un appel à tout le monde, surtout dans ce mois béni de Ramadan, de ne pas venir nous faire des dons pour qu'on puisse aider nos pensionnaires, Inch'Allah. Ces kits alimentaires de la FICOM est une preuve que la solidarité ne s'arrête pas aux portes des cellules. Du sport pour terminer ce journal, le verdict est tombé. La justice marocaine s'est prononcée hier à Rabat à l'issue du procès de 18 supporters sénégalais et d'un Français qui avaient été arrêtés lors des heurts survenus durant la finale de la CAN de football entre le Maroc et le Sénégal. Tous sont condamnés à des peines allant de 3 mois à 1 an de prison ferme. Les avocats de la défense ont indiqué qu'ils vont faire appel. Du côté du Sénégal, c'est la sidération et le désarroi. Merci d'avoir suivi cette édition. Bon début de week-end sur RTI2.